Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux technologies d'assemblage de polymères par laser. Déjà, tout d'abord, je voulais vous remercier de votre participation. Vous êtes en effet nombreux cet après-midi, preuve de l'intérêt suscité par ces technologies. Alors, l'objectif de cette présentation d'une vingtaine de minutes ne sera pas de vous faire un cours, bien sûr, mais de vous faire partager mon expérience d'une vingtaine d'années sur quelques points qui me semblent importants pour une industrialisation réussie d'un assemblage laser. On parlera ainsi déjà des domaines d'application, de l'intérêt du laser pour l'assemblage des thermoplastiques, qu'est-ce qui peut justifier son utilisation, et puis surtout on verra quelles sont les différentes étapes pour une intégration réussie. Alors on peut commencer déjà par un bref historique avec cette frise que vous avez à l'écran, qui permet de voir que même si l'assemblage des plastiques par laser est souvent considéré comme une technologie très récente, le concept d'associer une source laser avec des matériaux polymères est en fait quasiment concomitant avec l'invention du laser. À peine une petite dizaine d'années séparent le premier laser inventé par Neumann en 1960 du premier brevet faisant référence à l'assemblage de films par rayonnement énergétique. Bon, il faudra toutefois attendre le milieu des années 90 pour vraiment voir la première application industrielle. En l'occurrence, il s'agissait de l'assemblage d'un boîtier de télécommande pour voiture, pour Mercedes, par la société Marquardt. Et ça a été rendu possible grâce à l'apparition de nouveaux moyens laser, des diodes de puissance. Alors évidemment, depuis cette date, il y a eu de nombreux développements et améliorations qui ont été apportés. Et aujourd'hui, on peut vraiment considérer le procédé comme une solution aboutie et industrielle. On notera également l'apparition de nouvelles sources vers le début des années 2000 qui ont comme spécificité d'émettre dans une autre plage de longueur d'onde, dans les infrarouges moyens, autour de 2 microns, ce qui a considérablement augmenté à la fois le nombre d'applications possibles et surtout réduit les limitations telles que l'obligation d'avoir des matériaux différents, comme on le retrouve dans le procédé par transparence. Et enfin, aujourd'hui, il y a de nombreux développements qui se font également dans le domaine aéronautique, où là, on va utiliser des lasers de très très forte puissance pour la fabrication de structures composites, et ceci à très très grande vitesse. Pardon. Alors, quelques exemples d'applications d'assemblage par laser. On va retrouver déjà beaucoup dans tout ce qui est le secteur automobile, avec des pièces sous capot moteur, surtout des boîtiers fluidiques. On va retrouver également des boîtiers avec des composants électroniques. Là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est surtout l'absence de risque d'interaction avec les composants à l'intérieur et donc de dégradation de ces composants, comme ce pourrait être le cas avec d'autres technologies. On va retrouver également des pièces dans l'habitacle, où vous avez par exemple des combinés d'instruments à gauche, où là l'aspect visuel sera important, également des feux automobiles, des capteurs de recul, enfin il y a vraiment beaucoup d'applications dans le secteur automobile. En ce qui concerne le médical, également beaucoup d'applications. Vous voyez par exemple des boîtiers microfluidiques, des connecteurs divers, des poches médicales. Alors dans ce dernier cas, ce qui va être intéressant, c'est surtout la flexibilité du laser qui va permettre de passer d'une géométrie de poche à une autre très rapidement. D'autres applications dans les biens d'équipement, on va trouver des cartouches d'encre, des boîtiers détecteurs d'ouverture de portes, des télécommandes pour fauteuil électrique également, des flacons de crème, des switches électriques, également des structures à nid d'abeilles. Enfin, le nombre d'applications est vraiment très important. Et puis, dans le domaine aéronautique, dont on a parlé tout à l'heure, il y a de nombreux développements également, tels que des procédés laser par placement de fibres ou enroulement de couches de pré-imprégnés thermoplastiques, pour la fabrication de pièces composites de petites à très grandes dimensions. Alors, quand je parle de très grandes dimensions, ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres. Et là, on va retrouver des composites de type PIC, PEC, chargé carbone. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'applications qui aujourd'hui existent et qui utilisent le laser. Alors, pourquoi le laser? Quels sont les avantages de ces technologies? Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que le laser n'a pas pour ambition de remplacer toutes les autres technologies. C'est vraiment une solution d'assemblage parmi d'autres, comme d'ailleurs c'est le cas pour toutes les technologies d'assemblage. Il n'y en a pas une qui sera universelle. Alors, le laser sera considéré au cas par cas. Pour certaines applications, l'intérêt sera évident, alors que pour d'autres, ce sera l'inverse. Et on partira sur des solutions alternatives. Lorsque l'utilisation du laser est avérée, on peut avoir de nombreux avantages, comme l'absence de contact avec le matériau, la propreté, pas de résidus comme un soudage, vibration ou ultrasons, pas de petites
petits copeaux de soudage, hein. Un apport énergétique localisé et maîtrisé, ce qui veut dire de faibles contraintes mécaniques. Il n'y a pas de risque de dégrader des composants sensibles, comme on l'a dit tout à l'heure. Les caractéristiques des soudures qui sont généralement très bonnes, on parle autour de 70 à 80% de la résistance du matériau de base en termes de tenue. La possibilité de miniaturisation, on a parlé de très grandes pièces, mais on peut aller dans l'autre sens, avec des pièces de très très petites dimensions. C'est tout à fait envisageable. Bien sûr, la flexibilité des systèmes laser. Pas de consommables, on ne va pas utiliser de colle, de vis, de rivets. Une géométrie des pièces simplifiée, tout comme les outillages qu'on va utiliser, même si on verra qu'ils sont particulièrement importants dans la réussite du projet. Et enfin, des vitesses de soudage qui peuvent être très élevées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est corrélé à des faibles puissances énergétiques nécessaires. Contrairement aux matériaux métalliques où on va parler de milliers de watts, là, on sera plutôt dans des gammes de puissance allant de quelques dizaines à quelques centaines de watts. En parallèle, évidemment, les coûts des lasers seront évidemment plus faibles que pour d'autres technologies d'assemblage mécanique. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, les nouvelles applications possibles, en particulier le développement pour les matériaux composites. Alors, dans le cas où le laser est retenu comme une solution pertinente, avec ses avantages clairement identifiés, la question qui se pose est comment mettre en œuvre cette technologie et être sûr de disposer au final d'une machine performante, économique, avec toutes les garanties de qualité quant aux pièces produites. La question n'est pas si simple car de nombreuses interrogations vont se poser. Déjà, quelle matière, quelle géométrie de pièces, quelle solution technique je vais utiliser, quelles seront les performances que je peux espérer, quelles seront les garanties que mes pièces seront bien soudées, etc. Donc, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Alors, le secret de la réussite, si on peut parler de secret, est vraiment de s'obliger de considérer le procédé d'assemblage dans sa globalité, en évitant autant que possible de dissocier les différents points dont je viens de vous parler. On va le voir par la suite. Par exemple, on ne pourra pas parler de solution laser sans l'associer à la fois à la configuration de la pièce et à la nature des matériaux. Idem, les outillages seront dépendants de la géométrie des pièces, du choix laser et des caractéristiques attendues. La moins bonne approche, à mon sens, serait de traiter individuellement chacun des points et de tenter de les réunir à la fin. Par expérience, je pense qu'on aurait toutes les chances, ou plutôt toutes les malchances, d'aboutir au mieux à une solution non optimisée, coûteuse en plus, au pire à des pièces mal, voire pas soudées du tout. Alors, sur cette illustration, vous voyez les différentes étapes, ou plutôt on va parler de points qu'il faudrait traiter. On va y retrouver bien sûr le choix des matériaux, on va y retrouver la conception de la pièce, la solution technique à mettre en œuvre, l'outillage, ainsi que là ou les phases de mise au point. Alors, je parle des phases car il y en a une première évidemment pendant le développement de la solution, mais également une autre une fois que la machine aura été réalisée. Alors, cette seconde, elle est souvent négligée, généralement pour des contraintes de délai, mais par expérience, elle est tout aussi importante que celle qu'on va mettre en œuvre pendant le développement du produit. À nouveau, les règles de base sont de considérer non pas chacun des points individuellement, mais vraiment avoir une approche globale. Ça, c'est important. Ce sera vraiment nécessaire pour la réussite du projet. Alors, ceci dit, on peut néanmoins regarder un peu plus dans les détails ces différents éléments. Si on commence, par exemple, par les matériaux, il arrive quelquefois qu'on se pose la question, quel polymère utiliser pour le laser? Alors, la réponse, elle est sans appel et peut faire l'objet d'une règle d'or, si on peut dicter une règle d'or. Le choix du matériau, c'est-à-dire la composition, les charges, doit être dicté par l'application finale et non pas par le procédé d'assemblage. C'est-à-dire que jamais vous n'allez choisir le type de polymère en fonction de la technologie d'assemblage, mais vraiment en fonction des caractéristiques attendues pour votre pièce. La matrice, les charges, etc. seront choisies en fonction des performances attendues, tout comme le pourcentage de fibres. Si le matériau n'est pas soudable par laser, ce n'est pas la peine d'insister, on ne va pas en prendre un autre non plus, tant pis, on passera sur une autre technologie. On ne peut pas avoir de compromis par rapport à ça, c'est vraiment retenez le choix du matériau se fera en fonction de votre application. Alors, pourquoi y a-t-il souvent des questions par rapport aux matériaux? En fait, c'est lié au procédé d'assemblage dit par transparence.
qui est aujourd'hui un des procédés les plus utilisés lorsqu'on associe laser et polymère. Le principe est relativement simple et repose sur le comportement des polymères, le comportement optique d'un polymère irradié dans le proche infrarouge. La plupart des matériaux non colorés laissent passer le rayonnement laser. Si on superpose un de ces matériaux sur un autre polymère qui cette fois est rendu absorbant, on arrivera à déposer de l'énergie directement au niveau de l'interface, en créant ainsi un échauffement localisé qui va permettre de générer la soudure. Dans ce type d'assemblage, donc, il faut un matériau transparent et un matériau absorbant. C'est relativement facile à obtenir en ajoutant des absorbeurs de type noir de carbone ou autre de la matrice polymère. Alors, petite précision, les lasers qu'on utilise travaillent dans le proche infrarouge et non pas dans le visible. Il existe donc aujourd'hui toute une gamme d'additifs colorés qui vous permettront l'assemblage de la plupart des couleurs que vous pourriez souhaiter. Du rouge sur du bleu, du vert sur du jaune, enfin, toutes les combinaisons quasiment sont possibles aujourd'hui. À noter également et surtout que la solution d'assemblage par transparence n'est pas la seule technologie, qu'il est tout à fait possible également d'assembler des matériaux sans additifs et parfaitement similaires en utilisant cette fois d'autres longueurs d'onde, en particulier dans l'infrarouge moyen. Vous avez ici quelques exemples de pièces qui ont été soudées en utilisant des lasers à 2 microns, par exemple des pièces en PMMA, vous avez également un flacon de crème, des boîtiers électriques. Alors, petit aparté, dans ce dernier cas, le matériau contient des oxydes de titane qui sont pourtant réputés difficiles à souder par laser. Dans l'infrarouge moyen, on arrive à souder à l'aide de la solution laser. Alors, il faut quand même relativiser un tout petit peu, puisqu'en règle générale, ces procédés sont un peu plus lents que ce que vous pourriez trouver dans le proche infrarouge. Donc, on ne considérera pas systématiquement cette technologie en première intention. Enfin, pour finir sur l'aspect matériaux, je voudrais juste préciser que le laser ne doit pas être considéré comme un outil magique, mais comme une solution de chauffe. Ça veut dire par là que vous n'arriverez pas à assembler des matériaux qui ne sont pas compatibles entre eux. Alors, la compatibilité ou l'incompatibilité peut être liée à des raisons thermiques. Donc, sur cette illustration, vous pouvez voir, par exemple, des gammes de température de plusieurs polymères. Alors, on va être très basique en disant que tout ce qui est bleu, c'est trop froid pour être soudé, tout ce qui est rouge, c'est trop chaud, et entre les deux, la plage jaune correspond à la plage de soudabilité. Alors, ce qui est intéressant de voir, déjà, c'est que ces plages ne se recoupent pas forcément. Donc, déjà, c'est une des premières raisons qui fera que vous n'arriverez pas à souder des matériaux entre eux. Et puis surtout, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les plages de température peuvent être plus ou moins larges. Si on prend l'exemple d'un polyéthylène haute densité, il se soudera vraiment très facilement parce que la plage de soudabilité elle est vraiment très large. À la limite, vous mettrez n'importe quel paramètre opératoire, ça fonctionnera. Inversement, un polyamide 6,6 par exemple, déjà la température elle est plus haute. Et puis surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que la plage elle est très réduite. Donc là, ce sera un petit peu plus critique en termes de soudabilité. Il n'empêche que la maîtrise des paramètres laser fait qu'on arrivera à le souder également. Alors, en plus de cet aspect technique, il y a également des raisons d'incompatibilité chimique. Et au final, on se rend compte que peu de combinaisons de polymères différents sont possibles, comme vous pouvez le voir sur ce tableau à droite. Alors, comme pour les autres technologies d'assemblage, il va falloir passer par une phase de conception pour adapter les pièces à l'assemblage des polymères par laser. Deux points seront en particulier à prendre en compte. D'une part, l'optimisation de la zone de contact et la compatibilité avec l'outillage de soudage. À nouveau, on peut établir quelques règles à respecter. Premièrement, la conception initiale est toujours basée sur les exigences de la pièce finale, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de compromis quant aux propriétés visées. En deux, j'ai déjà évoqué ce point, mais je réinsiste une nouvelle fois, il faut absolument une approche globale entre la conception pièce, les technologies laser et l'outillage. Et puis surtout, et c'est vraiment, je pense, une des clés, pendant la phase de conception, il est absolument nécessaire que l'ensemble des parties prenantes aient les bases de connaissance du procédé d'assemblage et de ses spécificités. Les meilleurs résultats, on a pu voir au travers de l'expérience, les meilleurs résultats sont obtenus quand on met tout le monde autour d'une table, par exemple les ingénieurs conception, méthode, industrialisation, etc., de telle sorte que chacun puisse exprimer quelles sont ses contraintes. Ça passe évidemment par une phase de formation initiale sur les technologies, mais qui peut être très rapide.
Par exemple, à YPA Laser, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle des journées consulting qui sont divisées en 2 demi-journées. La matinée est consacrée à une présentation des technologies et des contraintes associées. La seconde, plus sur un travail commun, sur la mise en œuvre des connaissances, sur l'application visée. Alors, ces journées, en règle générale, sont vraiment très, très constructives, dans le sens où, généralement, les solutions qu'on va définir, les solutions de conception, viennent plus des participants qui connaissent bien leurs pièces et les exigences que de nous-mêmes. Nous, on est vraiment là pour orienter et rappeler quelles sont les règles spécifiques au laser. C'est vraiment un travail collaboratif très enrichissant et vous arrivez à soulever la plupart des barrières potentielles, alors qu'elles soient techniques ou qu'elles soient humaines. Les gens qui, a priori, ont justement des a priori par rapport au laser, à partir du moment où on leur explique comment ça fonctionne, ça marche généralement beaucoup mieux. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs technologies laser qui sont envisageables. Comment choisir la bonne? Alors, plusieurs éléments seront à prendre en considération. La première concerne le choix des matériaux utilisés qui vont permettre de sélectionner la longueur d'onde. S'il y a la possibilité d'avoir des matériaux absorbants et transparents, on retiendra préférentiellement des lasers émettant dans le proche infrarouge pour des raisons de facilité de mise en œuvre et de performance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le cas de matériaux transparents ou de compositions similaires, on retiendra plutôt des lasers qui émettent dans l'infrarouge moyen, où l'absorption du faisceau laser se fait dans le volume du matériau. Même si, à nouveau, les performances sont un peu plus limitées que dans le proche infrarouge en termes de vitesse, les résultats obtenus sont vraiment très, très intéressants en ce qui concerne les propriétés. Enfin, pour les films, on retiendra plutôt des lasers émettant dans l'infrarouge lointain, type laser CO2, voire éventuellement, ça fonctionne également avec des lasers qui émettent dans l'infrarouge moyen. Mais en pratique, il faut quand même noter qu'il y a peu d'applications de soudage pour les films par laser, pour des raisons principalement économiques, parce que les solutions traditionnelles fonctionnent vraiment très très bien. Mais à nouveau, je vous l'avais déjà dit précédemment, ce qui va être intéressant avec le laser, ce sera la flexibilité, où on va pouvoir passer vraiment très très facilement d'une géométrie de poche à une autre. Donc, quand on a des petites productions à faire, c'est vraiment un outil qui est super bien adapté. On s'intéressera ensuite au système de mise en forme de faisceau, qui lui sera plutôt dicté par la configuration de la pièce. Par exemple, pour des pièces planes, on retiendra généralement une solution scanner ou ce qu'on appelle miroir galvanométrique, pour peu que l'accessibilité du faisceau soit possible. L'avantage, ce sera de permettre une programmation facile du parcours, des vitesses de déplacement très très rapides, voire des mises en forme de faisceau si le système en est équipé, ce qui permet d'améliorer les qualités de soudure. Alors, pour les spécialistes, on appelle ça la fonction vobulation, qui est en fait un mouvement rotatif très rapide du faisceau en parallèle avec le mouvement de translation. Ça peut apporter un réel plus pour des applications, en particulier celles qui sont un petit peu sensibles. Alors, pour des pièces de plus grande dimension et tridimensionnelles, on peut imaginer des solutions robotisées, voire des tables de translation. Enfin, il y a d'autres solutions qui existent. Vous en avez une ici qui inclut directement un moyen de pressage, ce qui peut simplifier la mise en œuvre pour peu que les pièces à assembler n'aient pas trop de contraintes. Autre solution, pour terminer, même s'il y en a beaucoup d'autres, celle-ci est également intéressante, avec un ensemble de faisceaux directement inclus dans l'outillage. Dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une irradiation globale sur toute la zone de soudure, ce qui permettra déjà de réduire les contraintes et en même temps d'être un peu plus souple en ce qui concerne les tolérances d'accostage des deux pièces à souder. Les temps de soudage sont également beaucoup plus faibles puisque vous avez une irradiation globale. Enfin, le choix de la solution sera également dicté par les propriétés recherchées. Par exemple, dans le cas d'une pièce d'étanchéité, la soudure devra bien évidemment être réalisée sur toute la périphérie de la pièce, alors que si on ne recherche que des propriétés mécaniques, ce n'est pas la peine de s'embêter, on pourra faire des petites soudures ponctuelles qui seront plus simples à mettre en œuvre et moins coûteuses, bien sûr. Donc vous voyez, il y a vraiment de nombreuses solutions techniques qui existent, qui seront définies au cas par cas. Alors, en ce qui concerne le développement des outillages d'assemblage, je voudrais vraiment insister sur cet aspect qui, à mon sens, est vraiment fondamental. Par expérience, pour être souvent intervenu dans des missions d'expertise d'équipement, dans la majorité des cas, les problèmes rencontrés sont liés à un défaut au niveau de l'outillage. Soit parce qu'il y a un problème de fonctionnement, soit, et c'est la plupart du temps le cas, parce que celui-ci n'a pas forcément été optimisé. Sur le principe, pourtant, l'outillage doit répondre à deux fonctions relativement simples. Déjà, le positionnement des pièces, et puis assurer le maintien, ou plutôt le contact entre les éléments pendant toutes les phases de soudage.
C'est ce deuxième point qui pose souvent problème et devra faire vraiment l'objet de toutes les attentions. Alors, je ne vais pas vous donner de recette miracle parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Dans la plupart des cas, il faudra vraiment développer un outillage spécifique avec ses caractéristiques propres et optimisées. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de développement rigoureux sur ce point. Alors, l'outillage pourrait également intégrer des fonctions secondaires, en particulier le contrôle et le suivi du procédé d'assemblage, avec par exemple, imaginez des capteurs de position pour la fin de cycle, le monitoring du process, les minutes de température, enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui peuvent être intégrés au niveau de l'outillage. À nouveau, quitte à me répéter, pour une réussite d'un procédé d'assemblage, il est absolument nécessaire de considérer le procédé dans son intégralité. On va par exemple travailler sur la géométrie du joint de contact pour limiter au maximum l'effort à exercer. Hors de question, par exemple, d'avoir des outillages avec des appuis de plusieurs dizaines de décanewtons, parce que sinon, on va générer des contraintes dans la pièce qui, à un moment ou un autre, vont ressortir. On évitera aussi, dans la mesure du possible, l'utilisation de plaques de verre qui peuvent être à l'origine de problèmes, avec des salissures, des casses, etc. Bien sûr, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet IREPA laser, on peut, si vous le souhaitez, vous assister pour la conception, voire prendre en charge la réalisation de ces outillages. Enfin, dernier point et pas des moindres, la mise au point du procédé d'assemblage est une étape importante qui est primordiale et qui devra être menée, elle également, avec soin. Elle permettra entre autres déjà de valider les solutions retenues, est-ce que les matériaux sont adaptés, les géométries, les outillages, de faire une recherche des paramètres opératoires, ce qui va permettre de définir et de calibrer les moyens à investir. J'aurai besoin d'un laser de quelle puissance, quelles seront les dimensions de faisceau, il y a tout un ensemble qui pourra être défini à partir de ces essais. Ça permettra également d'optimiser le process et de définir la tolérance opératoire, celle dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que mon process il est sensible au demi-watt près? En quel cas, ça risque de poser un petit peu des problèmes. Ou alors, est-ce qu'il est relativement tolérant? Ça permettra également de définir et de valider des moyens de contrôle, on en a parlé, qui peuvent être l'enfoncement, de mesure de température, enfin, il y a plusieurs solutions qui existent, de rédiger le cahier des charges pour l'intégrateur qui va vous réaliser la machine, de réaliser des pièces de caractérisation qui vous permettront vraiment de valider la pertinence de la solution, et puis potentiellement de disposer également d'outils pour réaliser des préséries en attendant que la machine soit disponible après fabrication. Et puis, à défaut, dans le pire des cas, permettre de voir si une solution ne marche vraiment pas, de trouver des solutions alternatives. Alors, ce qui est tout aussi important, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, après intégration, n'oubliez surtout pas de prévoir du temps, de réserver du temps pour la phase de mise au point. Et également de former le personnel sur l'utilisation de la machine et sur les bases des technologies utilisées. Cela leur servira bien sûr à la fois pour la mise au point et l'optimisation de la machine, mais surtout aussi de pouvoir faire des analyses critiques en cas de panne ou de défaut sur des pièces. C'est à partir du moment où on connaît bien le procédé qu'on est capable d'identifier quelle est l'origine du problème. On est déjà arrivé au terme de cette présentation. Pour conclure, quels sont les messages que je voulais vous faire passer? Déjà, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas une, mais plusieurs solutions ou technologies d'assemblage. Le choix technologique se fera en fonction bien évidemment des caractéristiques des pièces assemblées, mais également des propriétés attendues pour les soudures. Surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est partir avec des a priori du type le laser nécessite des matériaux particuliers, c'est très cher, c'est mal maîtrisé, je ne connais pas trop. Aujourd'hui, on peut vraiment considérer les solutions laser comme des solutions industrielles applicables dans de nombreux cas, avec de très très bonnes performances et souvent avec des coûts de pièces inférieurs à ce qu'on pourrait avoir avec d'autres moyens d'assemblage. Encore faut-il pour y parvenir respecter certaines règles. Comme on l'a vu, une des principales est vraiment de considérer le procédé dans sa globalité et non pas traiter chaque point séparément. Le développement de l'outillage se fera en parallèle avec le développement de la pièce, elle-même assujettie aux spécificités de la source laser. Point également capital, l'importance de la phase de développement et de mise au point. Ce sont des étapes qui permettront de valider et d'optimiser les solutions retenues. L'approche que nous avons à IREPA Laser n'est pas de vous proposer des solutions clés en main.
Notre expérience nous montre qu'il est préférable de travailler directement avec vous sur ces développements. C'est vraiment, vraiment un travail d'équipe. Vous, avec la maîtrise de votre produit et de ses exigences, et nous, avec nos connaissances, notre expérience des procédés laser et des nombreux moyens dont nous disposons dans notre centre. Bien évidemment, ces moyens pourront être mis à votre disposition et sont bien représentatifs des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre sur vos produits. Voilà, j'en ai terminé. Déjà, merci à vous. Et avant de répondre à vos questions, déjà, merci d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette présentation sur la chaîne YouTube IREPA Laser. Et puis, nous vous donnons également rendez-vous le 16 novembre pour un prochain webinaire sur la fabrication additive. Merci à vous et je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Alors, y a-t-il des questions? Alors, une première question. Quelle est la tolérance de contact des pièces lors d'un assemblage laser? Alors, la réponse, elle est un peu brutale, puisque en théorie, vous ne devez pas avoir… la tolérance, elle est de 0. Il doit y avoir un contact parfait dans le cas d'un soudage par transparence, puisque l'énergie sera déposée sur la pièce inférieure et transmise par conduction au niveau de la pièce supérieure. Alors, évidemment, en pratique, ce n'est pas du tout possible. On sait bien comment sortent les pièces des boules d'injection. Elles peuvent avoir des défauts de contact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à la fois sur la géométrie de la pièce et sur l'outillage pour rétablir le contact pendant la phase d'assemblage. Alors, les solutions à mettre en œuvre, il y en a plusieurs, on ne peut pas les définir directement ici, mais il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui existent, en particulier la combinaison de la géométrie de la pièce et de l'outillage. Alors, le moyen laser que vous allez utiliser permettra également d'avoir des tolérances plus ou moins importantes. Dans le cas, par exemple, de l'utilisation d'un scanner, on va jouer sur le paramètre vitesse qui permettra de réaliser un balayage très rapide. À partir du moment où vous avez un balayage très rapide, vous allez chauffer la zone de contact dans son intégralité et permettre ainsi de rétablir un contact beaucoup plus facilement que si vous aviez des gradients de température au niveau de la zone de contact. Il y a d'autres solutions qui existent, on en a vu certaines tout à l'heure, le faisceau de fibre optique, mais aujourd'hui, il y a également, par exemple, la mise en œuvre d'optiques diffractives qui permettent de générer cette fois des faisceaux parfaitement continus avec la géométrie ou le parcours que vous souhaitez. Alors, l'avantage de cette solution, c'est d'avoir un échauffement global. L'inconvénient, c'est que la géométrie, ou on va dire le parcours, est figé une fois pour toutes. Mais c'est une solution qui est vraiment très efficace. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, question productivité. Quelle vitesse sur trajectoire peut-on espérer en soudage laser polymère? Alors, j'aime pas trop le terme vitesse parce que le terme vitesse n'est pas adapté lorsque vous utilisez, par exemple, une tête galvanométrique. Avec une tête galvanométrique, le principe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va consister en fait à balayer très rapidement la surface à des vitesses importantes. On va aller à des vitesses entre 300 et 500, voire plus, millimètres par seconde, donc c'est très rapide, mais on va passer, je ne sais pas, une dizaine, vingtaine, trentaine de fois sur la pièce pour générer un échauffement global. On va plutôt parler, on va dire, de temps d'interaction. Alors, le temps d'interaction va dépendre évidemment de la dimension de la pièce, de ses caractéristiques, mais typiquement, pour des petites pièces à des grandes pièces, ce sont des temps qui vont de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Tout va dépendre des caractéristiques. Mais à nouveau, ce sera à traiter au cas par cas. Alors, j'ai une question. Si les deux matériaux assemblés ne sont pas des matériaux polymères, mais des matériaux inorganiques, tels des céramiques, des métaux ou des semi-conducteurs, comment créer un joint d'étanchéité avec une source laser?
Alors, on sort un tout petit peu du domaine traité aujourd'hui, mais c'est une question intéressante dans le sens où, effectivement, on travaille également sur cette approche assemblage hétérogène entre un matériau polymère et un matériau métallique, par exemple. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent, plus ou moins, avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, je dirais que la solution qui a le vent en poupe consiste à créer des structures, des microstructures sur la surface d'un matériau assemblé, par exemple un matériau métallique, et à venir avec le polymère. Le polymère, on va le chauffer et il va fluer dans ses cavités. À partir de là, on sera capable de générer des liaisons qui sont vraiment très, très solides et qui pourront être étanches. Alors, le laser, qu'est-ce qu'il va faire dans l'affaire? Le laser servira dans un premier temps à générer ces microstructures, des microstructures parfaitement contrôlées. On va contrôler la largeur, par exemple, de sillon, la profondeur, la répartition. Mais on peut également utiliser le laser en tant qu'outil de chauffe pour réaliser ces assemblages. À nouveau, il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement sur ces développements. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes intéressé par cette technologie. Alors, j'ai la même question, donc je pense y avoir répondu. Alors, en termes d'autres questions, pourquoi choisir une technologie laser plutôt qu'une autre? Alors, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. On a parlé tout à l'heure, la solution scanner, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir réaliser un balayage très rapide et donc de faire un chauffage quasi simultané. Par contre, on a des contraintes qui font que ça ne va fonctionner généralement que pour des pièces planes et où l'accessibilité du faisceau laser sera garantie. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut l'utiliser, on mettra en œuvre cette technologie qui donne de très bons résultats. Pour des pièces plus grandes ou tridimensionnelles, on peut imaginer des tables mécanisées, voire des robots. Bon, c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre et aujourd'hui, ce n'est pas forcément la solution qui est la plus retenue, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Sinon, comme je vous l'ai dit, il y a des solutions avec des faisceaux continus, voire par déplacement du faisceau avec appui global déjà, en appui par une bille, la solution proposée par la société Leister, par exemple, qui donne de très très bons résultats. Voilà, donc à chaque fois, ce sera traité au cas par cas. Alors, quels moyens de contrôle préconisez-vous pour un contrôle en ligne des pièces soudées? Alors ça, c'est un peu la question qui tue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un moyen universel qui va nous permettre de garantir que la pièce est bien soudée. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Généralement, ce sont des solutions complémentaires qu'on va associer, qui vont permettre d'avoir pas une garantie totale sur la soudabilité de la pièce, mais on va dire un faisceau de connaissances pour avoir au moins des informations ponctuelles sur ces soudures. Donc, on peut, par exemple, mesurer la température. Il faut savoir que la température que vous allez mesurer ne sera pas forcément la température au niveau de la surface, au niveau de l'interface, par contre, ce sera celle au niveau de la surface. Ce qu'on peut également mettre en œuvre, c'est par exemple des systèmes de caméra. Pour peu que la soudure soit visible, si vous avez des pièces qui sont plus ou moins transparentes dans le visible, on peut parfaitement voir la soudure et observer l'homogénéité de la soudure. Ce qu'on peut également faire, ce sont des mesures, par exemple, d'enfoncement qui vont vous donner une indication que le procédé laser a bien eu lieu. On peut également mesurer la puissance générée par le laser pour être sûr au moins qu'un rayonnement énergétique est sorti de la source, parce qu'il y a des pièces qui peuvent être pré-éclipsées et vous vous rendez compte au bout de, je sais pas, quelques milliers de pièces que le laser n'a pas interagi. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des solutions qui sont forcément
tout à fait satisfaisante, même si on est en train de travailler sur le développement de solutions et on espère que très prochainement, on disposera de solutions de contrôle en ligne qui permettront d'avoir vraiment une garantie quant à la qualité des pièces. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on est en train de travailler dessus et pour l'instant, c'est encore en phase de développement et un petit peu confidentiel. Mais je pense que d'ici quelques temps, on aura vraiment des éléments de réponse et je vous invite à revenir nous voir à ce moment-là. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui va différencier un soudage d'une découpe laser? La source laser, le réglage machine? Alors, généralement, ce ne sont pas les mêmes équipements que vous allez utiliser pour faire de la découpe et du soudage. Déjà, première chose, en termes de puissance, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de puissance. Pour de la découpe, on va parler généralement de plusieurs milliers de watts. Pour le soudage, on est plutôt dans la gamme de quelques dizaines à quelques centaines de watts. Également, en ce qui concerne la longueur d'onde. Pour de la découpe, aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de lasers CO2, même s'il y a d'autres technologies qui existent, donc de l'infrarouge lointain. Les lasers que l'on va utiliser pour l'assemblage des polymères, ce seront plutôt des lasers qui vont émettre dans le proche infrarouge, typiquement des lasers à diode. Également, une différence assez significative va être au niveau du point de focalisation, du diamètre de focalisation. Pour des opérations de découpe, vous allez chercher à avoir le faisceau le plus petit possible pour pouvoir vraiment attaquer la matière avec le maximum de densité de puissance. Ici, on est dans un procédé vraiment très différent. On va au contraire chercher à avoir un faisceau, typiquement pour les soudures, ce sont des faisceaux entre 1, 2, 3 mm de large. Donc, on ne va pas chercher à focaliser le faisceau. On aura des densités de puissance qui seront bien inférieures. Donc, c'est vraiment des lasers qui sont très différents en termes d'émission, en termes de puissance, en termes de longueur d'onde et en termes de caractéristiques de faisceau. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes lasers, ce sont vraiment des lasers spécifiques. Généralement, ce sont des diodes laser, même si d'autres lasers du type laser fibre, laser disque peuvent être envisagés. On va partir plutôt sur ce genre de technologie. Voilà. On me fait signe que le temps est passé. Eh bien, à nouveau, je vous remercie tous d'avoir participé nombreux à cette présentation. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Vous suscitez au moins un intérêt par rapport à cette technologie. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des questions ou si vous avez des développements. On est vraiment là pour ça. Et je me ferai un plaisir à continuer cette discussion ou d'autres avec vous en dehors de ce webinaire. Merci à tous et puis à très bientôt, j'espère. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.